Bonjour, bienvenue à cette capsule sur le volet 3 du cours Éducation et changement social à la maîtrise en éducation à l'Université d'Ottawa. Donc, le volet s'intéresse aux questions d'équité et de justice sociale, mais pour l'automne 2018, on va se concentrer sur le thème du colonialisme et le thème du privilège. Donc, avant toute chose, je veux vous expliquer que même si c'est un sujet qui me passionne, c'est un volet qui me passionne, qui aurait pu prendre en fait tout le cours, euh, mais j'ai fait le choix de me concentrer là, sur deux des concepts, puis de vous amener à vous questionner sur est-ce que ces concepts-là peuvent venir vous éclairer ou éclairer votre pratique ou du moins vous faire réfléchir sur certains aspects de celle-ci. Maintenant, si ces questions-là vous intéressent et que vous voulez les développer, il y a des cours à la faculté. Il y a un cours en anglais donné par Tim Stanley qui est sur la pédagogie antiraciste, cours pour lequel j'ai entendu des commentaires extraordinaires et je n'en doute aucunement. Donc, je crois que c'est un cours fabuleux à suivre si vous avez la possibilité de le faire, mais c'est un cours qui est en anglais pour l'instant. Il y a aussi un cours que j'ai donné à l'automne 2018, non 2017, pardon, qui s'appelle Éducation à la citoyenneté et qui s'intéresse aux différentes marginalisations en contexte scolaire. Donc ça aussi, ça peut être intéressant parce que ça va aller chercher plusieurs autres questions pour lesquelles j'ai fait le choix de ne pas couvrir là, ici dans le cadre de ce cours-ci spécifiquement. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller fouiller ça un peu plus, d'aller voir qu'est-ce qu'on fait dans les écoles au sujet des différentes marginalisations, je vous invite à vous inscrire à ce cours-là. Ce n'est pas nécessairement moi qui le donne à toutes les fois qu'il est offert, mais c'est possible aussi que ce soit moi ou un ou une collègue. Dans tous les cas, ça demeure un cours qui est très intéressant selon moi. Donc ça, c'était peut-être la petite publicité. Plutôt que de le faire comme les deux autres capsules là, des premiers volets, je me suis dit que je commencerai par la question ici, la grande question pour votre billet final si vous décidez de publier le 30 octobre ou avant. Donc, la question, ben, elle m'a été inspirée du texte de Macintosh où elle demande en conclusion, maintenant qu'on sait des choses, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on sait? Donc, finalement, ça m'a inspiré la question suivante. Comment est-ce que les concepts que vous allez étudier et découvrir ou redécouvrir dans le cadre du volet 3, au travers des lectures, entre autres, comment ça vous permet de réfléchir au programme scolaire, aux réformes, aux outils déjà en place ou à mettre en place pour répondre aux défis de l'équité et de la justice sociale dans nos écoles? Donc, c'est une question très large et puis à ce moment-là, vous pourriez vous concentrer sur un des concepts en particulier en utilisant plusieurs textes, là, si possible. Vous pourriez aussi aller voir des interrelations entre les deux concepts principaux sur lesquels on met l'accent ici. Par la suite, ce que je vous propose, c'est vraiment de juste vous introduire aux différents textes et puis vraiment de vous laisser les découvrir, les absorber, les intégrer et puis tenter de faire des liens entre les textes et de faire les liens aussi avec votre pratique ou qu'est-ce que ça a éveillé chez vous comme questionnement ou comme réflexion. Donc, le premier, c'est un texte de Frantz Fanon. Ça date de 1956, mais celui que je vous présente là, c'est une réédition de 2002. Frantz Fanon est décédé dans les années 60, là, si je ne me trompe pas. On pourrait trouver ça assez rapidement. Frantz Fanon, qui est un historien, un chercheur, un sociologue aussi, et c'est aussi un activiste très important de la décolonisation, particulièrement en Algérie. Donc, si vous êtes intéressé à connaître un peu plus le personnage, vous pourrez aller le voir. C'est un texte très fort. C'est un texte aussi qui peut paraître très lourd
le type de vocabulaire qui est utilisé, les formulations des phrases, etc. Mais je pense qu'au travers de tout ça, vous allez comprendre l'idée globale et que ça va vous amener à mieux comprendre les textes par la suite. C'est pour ça que je l'ai mis en premier aussi. Et si le texte date de 1956, il est énormément d'actualité. Euh, et toutes les étapes qu'il présente. Hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous présente dans ce texte-là? C'est les étapes du colonialisme qui permettent un racisme systémique. Donc, quelles étapes historiquement à peu près tous les États coloniaux ont suivi pour amener une domination sur les peuples autochtones en place. Donc, il y a vraiment, vous allez pouvoir faire des liens, je dirais encore plus particulièrement avec les textes de Baptiste et de Beta Samosake. Mais c'est un texte qui demeure d'actualité, par lesquels on peut aller vraiment comprendre un processus et l'appliquer dans différentes situations si on faisait par exemple de l'éducation comparée. Au niveau du racisme systémique, si vous avez suivi l'actualité des derniers mois et des dernières années, c'est un mot qui a été très souvent utilisé, parfois utilisé à tort, parfois incompris. Et je pense que ce que le texte nous montre, même s'il n'utilise pas ce terme-là, c'est que ça ne veut pas dire que tous les Blancs sont systématiquement racistes. C'est même pas qu'une société en elle-même, qu'un peuple ou une nation est raciste, mais c'est bien dire qu'il y a des structures qui sont en place, qui sont en place depuis très longtemps, qui ont évolué, parfois qui ont très peu évolué et qui ont évolué sans vraiment aller changer les racines du problème. Donc ces structures-là qui viennent en partie parfois de l'État, on peut penser à l'école, bien, ces structures-là reproduisent constamment des inégalités. Et dans le cas du racisme, c'est des inégalités qui sont basées sur la couleur de la peau ou l'origine ethnique. Et donc, les anglophones utilisent plus le concept de race. On le voit aussi du côté francophone. Ce qu'il faut comprendre quand vous voyez le concept de race dans un texte, c'est qu'on ne parle pas de la race biologique. La race biologique, bien, tous les êtres humains sont de la même race. La race au niveau sociologique, c'est que c'est une façon de comprendre les catégorisations et les constructions sociales qui ont mené à la différenciation des expériences, des hiérarchies, etc., en fonction d'une couleur de peau. Et c'est pour ça que la catégorie race est encore souvent utilisée, mais on la voit peut-être plus dans les textes en anglais qu'en français. Quand vous allez voir, par exemple, les deux textes de Mackintosh, elle utilise beaucoup ça. Elle l'utilise d'un point de vue sociologique. Donc, j'ai mis une citation ici du texte de Fanon que j'ai trouvée particulièrement importante parce qu'on a tendance à se dire, hein, quand on circule, tout ça, on ne voit pas nécessairement les aspects plus cachés du racisme. Et donc, on peut facilement croire qu'il n'existe plus de racisme. Or, finalement, c'est parce que toutes les structures ont fait en sorte qu'on n'y croit plus, mais ces structures-là font en sorte que le racisme est là, mais sous une forme un peu moins visible. Mais dès qu'on se met à creuser, puis ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'a pas à creuser beaucoup. On peut aller regarder comment les inégalités se reproduisent constamment pour voir qu'un racisme systémique est encore présent. Donc, moi, je l'ai expliqué de la façon suivante, c'est que les processus historiques font qu'on passe d'un racisme systématique, hein, systématique dans le sens qui se produit et se voit, à un racisme systémique, donc qui lui est plus caché, mais que quand on se met à fouiller, on en voit bien les conséquences au quotidien. Je vous amène vers le concept de privilège, qui est surtout énoncé dans les deux textes de Mackintosh, un qui est une traduction en français et l'autre qui est en anglais. C'est évidemment pas la seule auteure à avoir travaillé le concept de privilège, puis je vous invite à faire vos recherches si c'est quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement. J'ai aussi mis beaucoup de liens supplémentaires par rapport à ça, qui vous permettent un peu, peut-être plus aussi, de faire des liens avec l'école. Vous avez entre autres
vidéo qui provient d'une classe d'éducation physique. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo-là, mais qui démontre ce qu'on peut faire à l'école pour faire comprendre la notion de privilège de façon extrêmement concrète. Vous avez aussi une bande dessinée qui est très courte et qui permet d'illustrer étonnamment très bien pour la brièveté du propos, ça vient vraiment très bien expliquer le concept de privilège. Et vous avez aussi une vidéo d'une cinéaste française du nom d'Amandine Gay, qui a fait un documentaire qui s'appelle Ouvrir la voie, où elle interroge des femmes noires, mais ce que je vous propose, c'est vraiment quelques minutes, et elles sont indiquées dans vos liens supplémentaires, quelques minutes où elle explique ce concept de privilège et je trouve qu'elle le fait d'une façon extrêmement claire qui nous permet, même s'il est situé en contexte français, qui nous permet de mieux le comprendre. Après, bon, les textes de McIntosh sont en contexte américain, donc même je dirais états-unien, j'aime pas tellement le terme américain, donc disons états-unien, qui s'applique plus particulièrement au contexte des États-Unis. Mais évidemment, on peut faire beaucoup de liens à l'échelle de ces questions-là qui se retrouvent à peu près partout. Je veux aussi rappeler que ce n'est pas un concept qui fait l'unanimité au niveau conceptuel. Si vous commencez à faire des recherches en ligne, vous allez voir que même des gens qui utilisaient le concept de privilège ont commencé à se dire que c'était pas suffisant, surtout que, bon, une fois qu'on a pris conscience de ben, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Est-ce qu'on est vraiment prêt à abandonner ces privilèges-là ou qu'est-ce que ça amène réellement au niveau de l'action? Donc, vous pourrez aller voir des éléments comme ça si vous le souhaitez. C'est pas un concept qui fait l'unanimité, mais je pense que c'est un concept, du moins là, si je parle de mon expérience, c'est un concept qui, moi, m'a amené à réfléchir beaucoup, qui m'a conscientisé sur des choses que j'avais vraiment prises pour acquis. Et donc, cette conscientisation-là demeure, selon moi, une étape importante, sinon essentielle pour l'action, pour la suite. Donc, vous irez, par la lecture des textes, vous en déduirez ce que vous le voulez, mais vraiment, je pense que pour ce concept-là, les liens supplémentaires qui sont sur Brightspace sont particulièrement intéressants. Donc, si on revient au texte de McIntosh, ben, elle explique un peu le concept de privilège, elle le définit tout en y amenant plusieurs nuances. On va voir ça à la diapositive suivante. Mais vraiment, elle montre comment, si on veut comprendre l'oppression, ben, il faut comprendre son pendant inverse, ça veut dire le privilège. Et c'est pas quelque chose de simple à faire parce que c'est pas quelque chose qui est fait en général dans nos systèmes d'éducation. On n'est pas amené à voir le racisme comme étant un problème qui est sociétal. On est souvent amené comme voyant ça comme un problème individuel et, et donc en ce sens, on en perd des aspects fondamentaux. Donc, je pense que si vous allez lire la liste, parce que le premier texte de McIntosh, celui qui est traduit en français, d'abord, il est traduit en français, puis il est basé sur une réédition. Donc, le premier texte, si je ne me trompe pas, l'origine du texte là, se trouve dans les années 80. Ça a brassé beaucoup à ce moment-là quand c'est sorti, parce que c'est très concret, ça amène vraiment une liste de choses auxquelles on ne pense pas nécessairement au quotidien quand on n'est pas victime d'une oppression en particulier. Celle qui est analysée dans le texte de 2005, c'est vraiment la question du privilège blanc. Donc, elle utilise le concept de race vraiment pour aller étudier l'oppression qui est liée à la couleur de la peau. Et là, elle donne plusieurs exemples. Un exemple, moi, qui m'avait vraiment frappé, c'était quand je me rends à la pharmacie, je me questionne même pas, je m'achète des pansements, c'est une couleur qui est très semblable à ma peau. Mais j'ai jamais réfléchi au fait que c'était pas le cas pour tout le monde. Donc, le privilège blanc, c'est aussi ce privilège de croire que l'expérience que l'on vit, elle est universelle, alors qu'elle ne l'est pas. Et d'en prendre conscience, c'est un premier pas vers la compréhension de l'oppression. Donc, dans son texte,
je vous amène à regarder un peu sur le fait qu'elle-même, elle dit, bon, ben j'ai fait une liste là, mais je me rends compte que tous ces privilèges-là sont pas du même type, sont pas du même niveau. Il y a des nuances à apporter, il y en a qui correspondent simplement à quelque chose que tout le monde devrait avoir, puis il y a d'autres privilèges qui vont autoriser l'ignorance ou l'inconscience, puis après elle donne des exemples un peu plus concrets. Donc, je ne vais pas les lire ici, je vous invite à le faire par vous-même, puis de toute façon, vous allez les lire dans le texte en soi. Mais je vous amène simplement à bien regarder là, ici. Donc, d'autres, comme le privilège d'ignorer les gens moins puissants, sont une atteinte à l'humanité de ceux qui le détiennent ainsi qu'à celle des groupes ignorés. Et pour moi, ça, c'est vraiment en lien, si je fais un lien plus particulier avec les curriculums, les programmes en histoire, ben on a là quelque chose euh, qui est particulièrement important à constater, qui commence à être fait, mais finalement que ce qu'on présente comme étant l'histoire universelle passe par l'exclusion des récits des groupes minorisés, que ce soit les femmes, les Noirs, les Autochtones, etc. Et le fait de ne présenter que ça à l'école, ben, ça participe à l'oppression. Et donc oui, il y a des changements qui sont en marche. La question est de savoir s'ils sont suffisants. Là, je vous laisse à réfléchir là-dessus. Le deuxième texte de Macintosh qui date de 2012, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est une introduction d'un numéro thématique, là, donc elle présente, elle résume un peu chacun des textes qui se trouvent par la suite. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le trouver facilement sur le site de la bibliothèque. Mais dans le fond, elle introduit un peu chacun des textes, chacune des recherches qui se basent sur le concept de privilège. Certaines de ces recherches-là sont en éducation. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'elle avait un peu précisé là, ces nuances qu'elle recherchait par rapport au concept de privilège. Euh, pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler le privilège de l'ignorance. C'est que finalement, par le statut que j'ai dans la société, ben, j'ai pas eu conscience d'une certaine oppression parce que je ne l'ai pas vécue. Donc, finalement, c'est que si on n'a pas l'information pour reconnaître qu'une discrimination existe, mais on ne peut pas la voir, on a le privilège de l'ignorer. Donc, il faut vraiment mettre en place à différents niveaux, il faut permettre aux gens de voir cette oppression-là, de réellement la comprendre, de l'écouter et pour mieux, finalement, c'est ça, pour mieux la comprendre. Donc, je me répète un peu là. Donc, recognize the discrimination they don't experience, the poverty they don't experience, the prejudice they don't experience, but which members of subordinate groups do. Et là, elle va expliquer aussi à quel point, en termes d'études féministes, on parle souvent d'intersectionnalité. Hein, c'est finalement comment les différentes oppressions qu'on vit en société peuvent venir se rajouter une par-dessus l'autre comme des couches d'oppression différentes. Et que finalement, ce qu'elle explique, c'est on n'est pas simplement privilégié ou pas privilégié comme personne. Ça dépend vraiment de chacune des situations, ça dépend du contexte. Et donc, il faut être capable d'aller analyser les différentes normes dominantes par rapport à différentes catégories sociales pour comprendre où se situe le privilège et l'oppression. Donc, il faut voir, bon, là je les ai soulignés en gras et puis je vous invite à les regarder, mais ce n'est pas que la race, par exemple, ça va être aussi la langue. Bon, on va penser au Canada, à la langue française en contexte minoritaire, mais aussi à toutes les langues autochtones. Le quartier dans lequel on a grandi, le salaire, la religion, la classe économique, le genre, l'orientation sexuelle, ce que Amandine Gay appelle dans son vidéo la validité, donc la possibilité ou non, les handicaps, la santé mentale, etc. Donc, il y a plein de choses qui viennent jouer sur ce concept de privilège pour bien comprendre le tout. Il faut regarder ça dans son ensemble, ce qui n'est pas chose simple à faire. Mais vraiment, pour ces aspects-là,
allez voir les petits, c'est vraiment un 3 minutes de vidéo d'Amandine Gay et puis je trouve que ça explique très très bien ce qui est ici. Maintenant, on va aller vers les deux derniers textes. C'était important pour moi de ramener un peu ça en contexte canadien. Évidemment, il y a plein de liens qu'on peut faire entre les textes de Fanon et les textes de McIntosh et le contexte canadien. Mais là, si on a vraiment des textes qui proviennent d'auteurs canadiens, et là, dans le cas précis, c'est deux textes qui proviennent d'auteurs autochtones au Canada. Donc, on va aller comprendre les deux concepts qu'on a vus là dans un contexte qui est plus spécifiquement le contexte du territoire que l'on appelle le Canada. Donc, le texte de Baptiste, il est intéressant parce qu'il nous permet de réfléchir à toutes les épistémologies sur lesquelles se base le savoir, entre guillemets, le savoir qu'on voit à l'école, qu'on voit dans les universités, qui est la base même de toutes les disciplines que l'on étudie, la façon qu'on écrit un article scientifique, etc., bien, tout ça, ça demeure ancré dans un savoir profondément eurocentré. Et là, le terme eurocentré lui-même est critiqué, c'est ce qu'elle explique, mais finalement, c'est cette idée d'avoir un système de pensée qui est prétendu universel, mais finalement qui ne l'est pas parce qu'il est basé sur une forme qui est héritée de l'hégémonie, qu'on pourrait dire, européenne et du colonialisme. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on pense les systèmes. Moi, ça m'a fait penser, j'écoutais Radio-Canada l'autre jour, puis on parlait du concept de décroissance. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'environnement, je vous invite vraiment à aller rechercher ça un peu en ligne, hein, parce qu'on parle toujours, on a eu des campagnes électorales, hein, la croissance économique, c'est important, le changement, c'est de produire et produire encore plus, alors que finalement, le progrès, disons, le progrès est de produire encore plus, bien finalement, est-ce que c'est vraiment le progrès ou on est en train d'assister à la mort probable et prochaine de la société, de l'environnement tel qu'on le connaît, parce que finalement, on aura épuisé les ressources. Et bien, si on n'avait pas, si on n'était pas parti d'un système de pensée qui pense toujours comme ça, puis qu'on allait s'intéresser à d'autres systèmes de pensée qui, au contraire, remettent ça en question. Par exemple, le savoir autochtone, tout ce qui est l'environnement et la survie de la planète, c'est très important. Donc, le texte de Baptiste nous en donne de nombreux exemples. Donc, je vous invite vraiment à le lire. C'est très, très intéressant et ça permet de remettre certaines choses en question. Le dernier texte, c'est le texte de Beta Samo Sake. C'est un texte très récent, mais là aussi, c'est une traduction. Donc, le texte original, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 2012 en anglais. Ce que j'aimais de ce texte, c'est vraiment le fait que c'était une voix personnelle, expérientielle. Donc, elle part vraiment d'anecdotes personnelles et d'anecdotes de sa nation plus particulièrement, donc les Anishinaabe qui habitent à Peterborough, donc on est vraiment dans un contexte local, donc elle part de cette expérience-là pour appeler à une résurgence des différents peuples autochtones au Canada. Donc, c'est une expérience de résistance et je trouve ce texte-là vraiment important à aller lire. Et en fait, c'est comme un récit. En fait, c'est super agréable à lire aussi pour prendre conscience de différentes choses. Donc, quelques citations que j'ai aimées en particulier. Donc, nous avons transformé la Journée nationale des Autochtones en un symbole de résurgence pour notre communauté, plutôt qu'en une superficielle journée d'éducation multiculturelle visant à ce que les Canadiens se sentent moins coupables de continuer à occuper nos terres. Donc, c'est vrai que, et là, on peut faire des parallèles. La Journée nationale des Autochtones, le mois de l'histoire des Noirs, la journée internationale des femmes, ou pire, des fois on dit de la femme. Je me suis toujours demandé de quelle femme il était question, en particulier, quelle femme non au pluriel. Mais ces journées-là qu'on fait, finalement, c'est pour se donner bonne conscience puis ignorer ces oppressions-là le reste de l'année.
Donc, l'anecdote qu'elle raconte, puis elle raconte comment les gens ont envahi les rues de Peterborough avec la musique, et on sent toute l'émotion qu'il y a ici pour dire, ben, on était entre nous, on était bien, puis on sentait qu'il se passait quelque chose d'important, plutôt que de simplement aller sur des chaînes, dire oui, oui, on existe, on est là. Ben, on l'a affirmé, on, on l'a vécu dans l'expérience tout simplement. C'est le chapitre qui commence comme ça et je trouve ça très intéressant. Ce que vous avez à lire, c'est d'ailleurs le premier chapitre de tout un livre. Donc, si vous êtes intéressé, là aussi, il est disponible, pas en ligne, je crois, cependant, à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. On peut aller le chercher en personne. Vous pouvez aussi évidemment le commander. Puis peut-être qu'en anglais, il serait plus disponible plus facilement en ligne. C'est à vérifier. Donc, des petits points sur lesquels je voudrais insister, qui m'ont personnellement moi, puis c'est peut-être pas les choses sur lesquelles vous allez mettre l'accent quand vous allez faire votre lecture. Mais différentes choses qui m'ont paru importantes à souligner pour faire des liens, par exemple, avec ce qui se passe dans les écoles. C'est toute cette insistance sur les aspects locaux des luttes et du fait aussi, je pense que là, il y a un lien à faire avec le texte de Baptiste. Euh, Finalement, si on prend l'étude des mouvements sociaux, si on retourne là, de façon critique au volet 1, puis à la définition qu'on a donnée du changement social, puis que là, on vient à analyser les mouvements qui ont existé chez les Premières Nations, bien, il y en a peut-être qui pourraient conclure, bien, il n'y a pas eu de mouvement social important au Canada. Or, elle dit, bien, la résistance, elle a été quotidienne, elle a été à une échelle locale, elle a été de conserver la langue, même si tout a été fait pour que cette langue-là soit perdue, soit invisibilisée, etc. Donc, peut-être que même la façon dont on définit ce qui est un changement ou un mouvement social ben, fait que, encore une fois, on ignore l'expérience de la résistance autochtone. Donc, ça fait encore appel à ces épistémologies qui peuvent être très différentes. Donc, bon, voilà ici. Donc, je rappelle aussi que le travail de résistance, les écoles, pour moi, c'est du local. Quand des écoles sont mises en place euh, dans les communautés autochtones, c'est un exemple. Mais le fait aussi que, au-delà des structures qui sont gouvernementales, qui sont du Canada, de la Commission Vérité-Réconciliation, dans les écoles, au niveau local, on peut avoir des initiatives, on peut inviter des aînés, euh, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau local qui ont possiblement plus d'impact que par exemple la journée nationale des Autochtones une fois par année. J'ai trouvé aussi intéressant toute cette idée où elle parle du processus de réconciliation. Puis elle dit, ben, il faut faire attention parce que, par exemple, si on parle tout le temps que des pensionnats autochtones, ben, on a tendance à simplement victimiser et à présenter les Autochtones sous un jour qui est très négatif et qui va finalement encourager encore une essentialisation ou une homogénéisation d'une expérience qui vient victimiser et donner très peu d'agentivité. Si je reviens au terme d'agentivité qui est le titre ici, donc de donner très peu de possibilités d'action aux Autochtones. Après, ça ne veut pas dire de ne pas en parler et ça ne veut pas dire non plus de négliger toutes les contraintes et toute l'oppression qui a été là, mais si on n'insiste que là-dessus, ben, on perpétue encore certains stéréotypes et certaines idées. Donc, je trouvais ça assez intéressant, puis je vous invite là, à lire les citations que j'ai choisies ici. Puis, dans le texte, vous en trouverez d'autres aussi. Donc, moi, je voyais aussi des liens à faire avec le texte de Francis Fanon, donc le premier texte que vous aviez à lire. Donc, l'importance de ne pas que victimiser un peuple. Et sur les pensionnats, elle disait autre chose aussi, c'est qu'encore on revient à cette bonne conscience qu'on se donne, c'est de se dire, bon, ben si on fait rentrer l'histoire des pensionnats, ou on parle des pensionnats dans les cours d'histoire, ou on en parle lors d'une journée de commémoration, ou etc., c'est important de le faire, certainement, mais si on se limite à ça, ben ça fait un peu comme, ben voilà, ça c'est le passé, ces écoles-là
ces pensionnats-là sont fermés. Et voilà, on a clos le dossier. Et maintenant, tout le monde se tient par la main et tout le monde est heureux ensemble. Donc, on contribue encore à cette idée de progrès continuel, hein. Or, il y a encore énormément de problématiques. Il y a encore, je peux vous inviter à lire par exemple sur le 60 Scoop ou la façon dont certains services sociaux gèrent différemment ou pas différemment, donc les communautés autochtones. Donc, si vous faites une recherche sur 60 Scoop, vous allez voir que le problème va bien au-delà des pensionnats autochtones et continue par différentes formes d'oppression, aussi par les lois, par les systèmes gouvernementaux qui sont mis en place, par la loi des Indiens qui est encore appliquée. Donc, le fait de n'avoir qu'un récit qui n'insiste que sur les pensionnats autochtones, ben, peut permettre aussi de dire, ah ben voilà, c'est terminé, alors qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, je trouvais ces réflexions-là assez importantes. Et ben, je vous invite dans vos billets à m'exprimer ce que vous avez vu dans les différents textes, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous en retenez, et si vous pouvez faire des liens avec ce qui se passe dans les écoles où vous travaillez, avec ce qui se passe dans les milieux où vous êtes, où vous souhaitez travailler plus tard, ou le monde scolaire en général, ou bien votre expérience aussi, si elle n'est pas canadienne, votre expérience à l'extérieur du Canada relative à ces mêmes questions. Je vous souhaite de belles lectures et de belles découvertes.